Bonjour chers internautes, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission, sur votre chaîne préférée, donc Viprod. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans le cadre de notre série Regard sur le cancer, Kevin Collangean, qui est docteur en médecine. Donc, il nous livrera donc son éclairage sur le cancer de la prostate. Docteur Collangean, merci donc d'avoir accepté donc notre invitation. Est-ce que vous voulez donc vous présenter à nos auditeurs? Dites-nous qui vous êtes, quel est votre parcours? Bonjour, merci de me recevoir sur Biprod. Je suis, comme vous avez dit, Kevin Collangean. Je suis guadeloupéen et chirurgien urologue au CHU de Guadeloupe. J'ai fait mes études entre la Guadeloupe, Paris, le Canada et je suis en Guadeloupe depuis 2022. J'exerce en tant qu'urologue au CHU. Voilà. Très bien. Et vous êtes donc un jeune chirurgien, ça? Je Très jeune. C'est relatif sur la jeunesse, hein, mais D'accord. Alors, docteur, si nous pouvions parler donc d'anatomie, on parle du cancer de la prostate, mais en réalité, où se trouve la prostate? Qu'est-ce que la prostate? Si ce n'est, on sait que c'est un organe. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une bonne question. C'est une bonne question. La prostate, c'est un tout petit organe qui se trouve sous la vessie. C'est un organe masculin. Les femmes n'ont pas de prostate. C'est un organe masculin qui se trouve sous la vessie et dans lequel passe l'urètre. L'urètre, c'est le canal dans lequel on fait pipi. Et donc, c'est ce petit organe qui est enchevêtré sous la vessie va être responsable de deux principales pathologies, qui est l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate. L'hypertrophie, d'un, ça se manifeste souvent par des petits signes, on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais le cancer de la prostate, souvent, n'a pas de signes en particulier. Donc, c'est un organe, en fait, finalement, qui est silencieux parce qu'on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, enfin, on ne peut pas le voir à l'œil nu et le toucher en dehors d'un examen particulier qui est le toucher rectal. Et donc, c'est un organe qui est finalement peu connu mais qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il est responsable du premier cancer de l'homme dans le monde. D'accord. Alors, docteur, vous dites qu'il n'y a pas de signe majeur. Alors, mais en réalité, à quel moment, moi, en tant qu'homme, je dois donc m'inquiéter et me dire que finalement, je vais donc voir quel est l'état de ma prostate? Est-ce qu'il y a des moments particuliers dans la vie, en tout cas, dans la vie d'un homme? Eh bien, ça encore, c'est une excellente question parce que la prostate, comme je vous disais, elle se voit pas. Elle se voit pas, donc il faut penser, quand on est un homme, à, à se dire, ben, j'ai l'âge et donc je dois commencer à dépister le cancer de la prostate. Souvent, les patients ils disent, en cas pissez bien, je fais bien pipi, donc j'ai pas de problème de prostate. Eh bien, ce n'est pas vrai. Donc, comme je vous disais, la prostate, elle a deux grandes parties finalement, partie interne qui est la partie qu'on appelle la zone traditionnelle et une partie extérieure qui est la zone périphérique. Et les deux maladies que j'ai citées tout à l'heure, qui est l'hypertrophie de la prostate, qui est une maladie bénigne, et le cancer de la prostate, se développent dans deux endroits différents de la prostate. Donc, l'hypertrophie, c'est l'hypertrophie qui donne les signes. Donc, les signes où on va être gêné pour faire pipi, on va pousser un petit peu, on va se réveiller la nuit, on va y aller plus souvent. Donc, cet inconfort mictionnel, il va être lié à l'hypertrophie souvent. Cette partie intérieure de la prostate qui grossit, qui gêne l'expulsion des urines par l'urètre. Et cette partie-là, ça donne des signes. Ces signes-là, ils n'ont rien à voir avec le cancer de la prostate. Lorsqu'on a ces signes-là et qu'on a un cancer de la prostate, ça veut dire qu'on a un cancer déjà très avancé. Donc, le message qu'il faut retenir, c'est que le cancer de la prostate, souvent, il est asymptomatique. On n'a pas de signe. Donc, il faut aller le chercher. Qu'est-ce que ça veut dire aller le chercher? Aller le chercher, ça veut dire le détecter avec le médecin traitant ou l'urologue et que ça passe par deux examens. Le toucher rectal, donc qui permet de toucher la prostate pour voir s'il y a une anomalie de, de forme, de consistance, est-ce qu'on soit des nodules. Et deuxièmement, le PSA. Le PSA, c'est cette prise de sang qu'on réalise
par un simple dosage au laboratoire et qui permet de nous donner un seuil. Souvent, on retient le seuil de 4. Un PSA est supérieur à 4. Là, on va commencer à suspecter un cancer de la prostate ou quand on a un cancer touché rectal, pardon, modifié. Donc ça, ces deux éléments-là, personne ne va vous dire, faut les faire. En fait, il faut y penser, il faut qu'on éduque la population pour commencer à faire ce dépistage. On appelle ça de la détection. C'est pas un dépistage organisé, c'est un dépistage individuel qui vient parce qu'on est au courant ou bien parce que notre médecin nous le propose. Et ça, quand est-ce qu'on commence? Les recommandations françaises sont de 50 à 74 ans, mais en population à risque, notamment la population d'ascendance africaine. On est une population d'ascendance africaine aux Antilles, en Guadeloupe. Et donc, on doit commencer dès 45 ans. Donc, dès 45 ans, il faut dire à son médecin traitant, ou si on a un neurologue, j'aimerais faire tester, rechercher si j'ai pas de suspicion de cancer de la prostate. Donc, un toucher rectal et un dosage du PSA. D'accord. Alors, docteur, vous parlez donc du toucher rectal. Alors, vous imaginez bien que pour un homme, c'est certainement un petit peu particulier comme examen. Alors, comment encourager un homme à aller faire donc un toucher rectal au-delà donc de l'examen du PSA? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les inciter à y aller? Ben, que le toucher rectal sauve des vies. Le toucher rectal sauve des vies parce que c'est un examen qui est... Alors, certes, ça touche à l'intimité, personne n'aime ça, mais c'est un examen qui va permettre de détecter des cancers. Et souvent, quand on va commencer à sentir des lésions au niveau de la prostate, c'est qu'on a déjà une lésion tumorale qui peut être débutant. Donc, finalement, un simple examen qui coûte rien, en fait, finalement, qui est difficile à accepter souvent par certaines personnes mentalement, mais qui n'est pas très invasif, qui ne fait pas mal, qui sauve des vies, ce que je dis. Donc il est assez simple. Et moi, j'encourage, moi qui suis un homme, je passerai par là aussi quand j'aurai l'âge, et ben, c'est un examen qui est on ne peut plus simple. Donc finalement, à part le côté accepter le fait de le faire, bah, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas grand-chose à craindre. Très bien. Vous avez dit qu'à partir de 45 ans, il est fortement donc, conseillé donc, de parler à son médecin pour qu'il nous donne les bons conseils. Évidemment, c'est une question de responsabilité personnelle que vous avez dit que c'est aussi l'individu lui-même qui va donc se prendre en main et qui va donc écouter donc les campagnes de prévention. Mais comment expliquez-vous que ce fort taux de prévalence que nous avons ici en matière donc, de cancer de la prostate. Et singulièrement, est-ce que c'est typique, que c'est spécifique donc aux populations noires? Euh, ben ça, c'est un vaste sujet parce que on entend beaucoup de choses. Tout cancer, il y a une part de l'être humain même, de sa génétique, et une part de l'environnement. Et donc, le cancer de la prostate, il ne déroge pas à la règle. Il y a des populations qui sont plus euh, enclins à avoir ce type de cancer-là, et notamment, c'est nos sujets de recherche euh, ici en Guadeloupe, dans l'unité dans laquelle je travaille, neurologie. Et donc, on a une population effectivement d'ascendance africaine et on a des éléments qui nous disent que, en termes de génétique, cette population est donc africaine et donc afrontiaise est donc plus sujette au cancer de la prostate. Il y a plusieurs, en général, c'est des maladies qu'on appelle polygéniques. Il y a pas un gène qui fait quelque chose, c'est plein de gènes qui favorisent cela. Alors, il y a aussi des contextes, ici on entend, je vais dire le mot, hein, le chlordécone. C'est pas la cause unique, hein. Euh, c'est un concours
génétique plus l'environnement. Donc, effectivement, c'est un environnement qui a de perturbateurs endocriniens favorisant mais une génétique de base qui est déjà très enclin à avoir cette pathologie. Donc, le message finalement, c'est que ben, on choisit pas qui on est, on ne s'agit pas nos gènes, mais en revanche, on peut choisir notre environnement et on peut aussi, surtout, euh, comme on y pense, aller rapidement vers le dépistage quand on a, parce qu'on a les âges où c'est fréquent. Et donc, on peut prendre justement son destin en main Hmm. et aller être proactif sur cela. Très bien, très bien. Alors, docteur, il y a donc une idée qui serait peut-être répandue, vous me démentirez ou pas, une idée selon laquelle, suite donc au toucher rectal, il y a donc obligatoirement, enfin, en tout cas, le toucher rectal s'accompagnerait de dysfonction érectile. Est-ce que vous confirmez? Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus? Alors, ben, c'est une idée reçue, comme on en a beaucoup. Le toucher rectal n'entraîne pas de dysfonction érectile. En revanche, la dysfonction érectile, c'est un problème aussi masculin qui touche énormément d'hommes à partir d'un certain âge. Euh, on retient l'âge de 50 ans globalement, mais la dysfonction érectile, c'est l'incapacité à maintenir une érection. Une érection, donc, nécessaire pour, en général, la sexualité masculine qui n'est pas la seule façon d'avoir une sexualité, mais c'est un élément important en tout cas de la sexualité. Et donc, cette dysfonction érectile, elle touche les hommes en général de certain âge. Et pourquoi? Parce que ben, finalement, l'érection fonctionne avec d'arrivée de sang dans le pénis, dans les corps caverneux. Et donc, plus on va prendre de l'âge et plus nos vaisseaux vont être un petit peu encrassés, entre guillemets, par l'athérome. Et donc, on va avoir des dysfonctions érectiles. Donc, la dysfonction érectile est souvent liée à l'âge, et, donc, qui est un des principaux facteurs euh, mais n'est pas lié au tubes rectal. En revanche, on peut avoir dysfonction érectile et cancer de la prostate, c'est souvent associé. Pourquoi? Parce que, un, on a les deux, ce sont des patients qui ont un certain âge, des patients âgés de plus de 50 ans, on a parlé de 64 ans au diagnostic des cancers de la prostate, en plus, les traitements lorsqu'on découvre un cancer de la prostate, lorsqu'on va proposer on va proposer un traitement pour le cancer de la prostate, on peut induire justement une dysfonction érectile. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire la chirurgie du cancer de la prostate, les nerfs responsables d'activer l'érection, pour faire simple, eh bien, passent à côté de la prostate. Et donc, lorsque la maladie de la prostate est déjà trop avancée, on ne peut pas conserver les nerfs, eh bien, engendrer une dysfonction érectile. Dysfonction érectile qui a des traitements. C'est un message d'espoir. C'est que même si on a un traitement, on est traité pour un cancer de la prostate, on a des solutions, même si on a une dysfonction érectile. Donc, il y a des traitements pour cela. Deuxième chose qui peut entraîner des dysfonctions érectiles dans le cancer de la prostate, c'est les traitements qu'on donne. Lorsqu'on a des cancers avancés, on va mettre des traitements par des hormonothérapies qui vont aller bloquer en fait justement la testostérone, qui est un peu l'hormone masculine qui va participer à avoir des bonnes directions, qui va participer à un peu entre guillemets, la virilité. Et donc, on peut avoir, c'est multifactoriel, comme je le disais, la dysfonction érectile, mais ça peut justement, lorsqu'on a un cancer de la prostate, par ces traitements-là, ben, induire des dysfonctions érectiles. Mais les messages qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu ces effets sont traitables et que la dysfonction érectile, c'est une grosse partie de notre patientèle, les patients qui viennent nous voir, et donc on leur propose des solutions. Donc, qu'ils aient de la radiothérapie, qu'ils aient de la chirurgie, qu'ils aient une hormonothérapie, on peut leur proposer des traitements qui vont leur permettre de traiter cela. Mais j'imagine quand même, docteur, que c'est quand même une double peine. Un patient qui est déjà donc, qui apprend donc qu'il a donc le cancer de la prostate et qui reçoit donc un traitement, qu'il soit chimique ou de la chimiothérapie, mais euh, qui a en plus une dysfonction érectile, c'est quand même une double peine. Ça reste quand même très compliqué pour lui. Ben, souvent, c'est une problématique et qui mérite des soutiens psychologiques.
mais c'est des problématiques qui, bah, comme on n'est pas égaux dans la maladie, qui arrivent et qui ont des solutions. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que les solutions, elles sont physiques, médicamenteuses, mais elles sont également psychologiques. Et, dans un prochain podcast, vous allez l'entendre, il y a vraiment une façon d'aborder les choses. Donc déjà pour aider à retrouver ces érections, mais également pour vivre d'une façon différente sa sexualité. Et souvent, les patients sont très, très satisfaits. Alors, on leur propose des traitements pour la dysfonction érectile. On leur propose aussi des soutiens psychologiques ou avec des consultations avec des sexologues. Et ils vont être très heureux parce qu'ils vont découvrir des choses qu'ils n'avaient jamais découvertes sur la sexualité et donc enrichir leur sexualité qui, des fois ne passe plus que par l'érection. Très bien. Donc, on a bien compris, docteur, que avoir le cancer de la prostate n'est pas synonyme de la mort, de la fin de vie, mais qu'il y a de l'espoir derrière tout cela. Exactement. Il y a de l'espoir pour le traitement, de guérir. Il y a de l'espoir pour, même si on ne peut pas guérir, de survie. Et il y a de l'espoir pour la qualité de vie avec les effets que peuvent induire les traitements du cancer de la prostate. Très bien. Alors, docteur, petite question. S'il fallait donc faire une photographie, une cartographie, peut-être plus une photographie de vos patients, quel âge ont-ils en général? Une tranche d'âge. Les patients, c'est même pas une photographie des miens, c'est des photographies des patients qui sont touchés par le cancer de la prostate en Guadeloupe. Le Oui, registre des cancers de Guadeloupe a bien étudié ça. Et la moyenne d'âge au diagnostic, c'est 64 ans. d'accord. Donc, sachant que c'est une maladie qui se développe très lentement, finalement, c'est une maladie où on peut guérir 70% des gens. Et donc, imaginez 64 ans le diagnostic. Si on avait commencé le dépistage un petit peu plus tôt, Oui, probablement, on serait plus bas, hein, les patients seraient guéris. évidemment, évidemment, évidemment. Alors, ça nous amène à parler un petit peu, docteur, des nouvelles générations. Donc, quelles seraient donc les conduites à tenir pour la nouvelle génération pour éviter donc de se retrouver dans des situations un petit peu difficiles, en tout cas des situations à risque qui favoriseraient un petit peu les cancers, les cancers de la prostate, en tout cas. Ben, comme tout cancer, il fait comme je parlais d'environnement. Il y a des choses qui sont modifiables et des choses qui ne sont pas modifiables. Et dans les choses modifiables, euh, même si on sait il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur le cancer de la prostate, il n'y a aucun traitement qui prévient le cancer de la prostate. Il n'y a on peut voir plein de choses sur Internet. Il n'y a rien qui a été démonté, aucune thérapeutique, aucune plante, il n'y a rien. En revanche, une, une vie équilibrée, c'est-à-dire une alimentation riche en antioxydants, euh, riche en fibres, donc les légumes et les fruits, va faire on aura un métabolisme qui va être aidé, on aura moins de risques cardiovasculaires, moins de syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est un peu notre problème actuel avec les patients sédentaires, les patients qui ont des alimentations riches, transformées, grasses, salées. Et donc, ce sont des causes du syndrome métabolique. Et on sait que le syndrome métabolique, justement, pour le coup, même si c'est pas une cause à effet, mais on sait que c'est lié justement au développement à la récidive des cancers de la prostate. Donc, le message, on ne peut pas forcément éviter, parce qu'on n'est pas Dieu, Hum. on on n'est pas égaux devant la maladie, et on l'aura pas, on n'a pas de boule de cristal. Mais en revanche, on peut euh, mettre les chances de notre côté, c'est-à-dire euh, adopter un mode de vie sain qui va permettre justement de diminuer tous les stress oxydatifs. Et donc, encore une fois, c'est une alimentation équilibrée, 5 fruits et légumes, mais l'activité physique également, qui permet justement de contrôler tout ça. On sait qu'il y a des études justement dans l'équipe dans laquelle j'étais au Canada qui étudiaient la glycémie, les régimes gras et l'activité physique.
Et ils ont montré, c'était sur des souris, que lorsqu'on avait un cancer de la prostate, si on avait un régime très gras, très sucré et sans activité physique, on progressait plus vite. Lorsque on avait, on enlevait justement les aliments gras et les sucrés, euh, on, on progressait moins vite. Et surtout, lorsqu'on faisait du sport, l'activité physique, même si on avait une alimentation pas top, parce que c'est notre cas tout le monde finalement, parce qu'on achète des produits transformés, tout ça, eh bien on rattrapait le tout. Donc l'activité physique, c'est finalement la chose la plus importante. Je ne dis pas qu'il faut pas, il faut continuer à mal manger, mais en revanche, l'activité physique, plus une alimentation la plus équilibrée possible, déjà, c'est déjà une arme magnifique pour essayer d'éviter les cancers, et notamment le cancer de la prostate. Mais en général, une bonne hygiène de vie est indispensable, hein. Même si on ne parle pas de cancer, eh bien, il faut quand même une bonne hygiène de vie au quotidien pour vivre sainement, pour vivre pleinement au quotidien. Alors, docteur, nous arrivons donc au terme de notre échange. Si vous aviez donc une parole de foi pour les personnes touchées donc par le cancer, que leur diriez-vous? Ça, c'est ma première question. Et je vais donc aller un petit peu plus loin. Comment est-ce que dans le cadre de votre métier, l'exercice de votre métier, vous avez donc l'occasion de dire une parole de foi à un patient qui vient vous voir qui est atteint par le cancer? Donc, c'est deux questions en une. C'est une vaste question et je vous remercie d'avoir posé. Et ben, moi, je garde le mot qui me revient quand vous posez cette question, c'est espérance. C'est l'espérance. Donner de l'espoir. L'espoir, il passe par tout ce qu'on fait actuellement, c'est les études qui vont aller faire progresser les thérapeutiques. Donc, donner de l'espoir dans la capacité d'offrir un traitement qui marche. Mais cet espoir, il est aussi pour le patient, mais il doit venir du patient, c'est-à-dire dans l'espérance qu'il donne dans le fait de guérir. Et, et donc, comment on lui donne, donc c'est en lui offrant des thérapeutiques, mais en l'encourageant justement, en l'encourageant justement à avoir la vie adaptée, en l'encourageant à faire l'activité physique, en l'encourageant à s'entourer de personnes qui vivent la même chose, en l'encourageant à rester en lien avec sa famille, sa communauté peut être dans la foi, sa communauté d'église. Et donc, ce message d'espérance, il est, il est transmis euh, un- de manière plurielle finalement. Et c'est ce message qu'on essaie de transparaître dans notre métier. Là, je parle de tous les médecins. Et moi, dans ma pratique en plus, même si la médecine, elle doit rester hors toute croyance euh, en quelque sorte, l'attitude bienveillante et pleine d'espoir et d'espérance, et c'est l'attitude que j'essaie d'adapter pour pouvoir donner justement cet espoir et cette espérance aux patients qui est devant moi. Bien. Merci, docteur Colongeon. Donc, merci pour cet échange. Merci pour votre disponibilité. Ça nous a fait plaisir. Et donc, quant à vous, chers amis auditeurs, chers amis qui nous écoutez depuis l'océan Indien, depuis la francophonie, vous nous écoutez également au Congo. Et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle série Regard sur le cancer. À bientôt. Au revoir. Au revoir.